micro pour prendre la parole. Donc, moi, je suis Julien Simon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur ici à Scoria. Et donc, j'ai l'immense plaisir de pouvoir animer cette table ronde à 14h45 autour de favoriser l'expression et la participation des publics. Donc, juste une très brève introduction, juste pour dire qu'effectivement, on va aborder quand même un sujet qui, me semble-t-il, est d'actualité, c'est la question de la participation des citoyens. Peut-être vous, moi, des personnes qui sont autour de la table, se sont déjà sentis à un moment donné passifs autour de ce qui pouvait se passer en termes de citoyenneté, en termes de vie politique, de ce qui se passe sur le territoire. Et les différents acteurs qui sont présents ici, donc, à leur façon, sur des leviers différents, vont contribuer à rendre acteurs les habitants d'un territoire, les jeunes, etc., etc. Donc, nous avons la chance d'accueillir 3 associations. Je vais laisser les personnes ensuite se présenter. Donc, il y a l'Établi des mots, qui est une librairie coopérative. Il y a Tout à Tout qui vient notamment parler d'un projet qui s'appelle Hypocrite. Je laisserai Karine présenter le journal. Et nous avons également TAC 29, un incubateur de projets qui a déjà été mentionné. Alors, il y a eu TAC 35 qui a été mentionné ce matin sur notre table ronde. Et nous avons également la chance d'accueillir 2 personnes. Donc Benjamin qui participe au journal L'Hypocrite et puis Raymond qui est un habitant qui participe à la librairie coopérative. Nous aurons également, grâce à Cindy, le témoignage de Rosie, qui est une personne que vous avez accompagnée dans la création du projet. Voilà, donc je vais laisser chaque personne se présenter un tout petit peu dans les détails, on va prendre 2 minutes, et puis ensuite je pourrai lancer la première question. Alors, bonjour, moi du coup c'est Benjamin, donc je fais partie de l'Hypocrite depuis bientôt 1 an en janvier. Donc là on est en train de travailler sur le 3e numéro. Et donc moi pour préciser, moi je m'intéresse, je fais plutôt une partie musique, c'est-à-dire que j'essaye de trouver, d'écrire un article musical en rapport avec le thème du magazine, quoi. Bonjour à tous, je suis Karine Pénaud de l'association Tout à Tout. Donc, je suis médiatrice culturelle au sein de l'association. Je coordonne le projet L'Hypocrite et je suis également la rédactrice en chef de ce journal. Pour vous expliquer très brièvement, c'est 3 numéros par saison, donc c'est un trimestriel et l'idée c'est d'accompagner un collectif de 12 jeunes à peu près sur la fabrication d'un numéro. L'entrée se fait par les thématiques de société, en l'occurrence celui-là qui est disponible à notre stand et sur la gastronomie. Et en ce moment, on travaille sur le phénomène manga. Voilà, il est imprimé à 800 exemplaires. Les jeunes le distribuent dans une 30aine de lieux. Et ils sont accompagnés par des professionnels pour pouvoir le réaliser, donc une journaliste et un designer graphique. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Cindy Kéré. Donc je suis coordinatrice du TAC 29 et responsable donc, du révélateur Fabrique Initiative dans le Finistère. Donc moi je vais vous présenter une démarche qu'on a portée en 2019 qui s'appelle Quartier solidaire, qui a consisté donc en l'écoute territoriale et le recueil des besoins sociaux non couverts des habitants d'un quartier de Brest, à Recouvrance précisément. Et donc pour vous illustrer cette démarche, je porterai également donc, les propos de Rosie, une citoyenne qui s'est engagée dans le collectif porteur du projet qui en a découlé. Bonjour, donc Raymond, je suis baptisé habitant du quartier, donc j'habite dans le quartier sud de Rennes, pas très loin de la librairie L'Établi des mots. Et donc, je suis l'un des 250 coopérateurs, coopératrices qui participent aujourd'hui donc, à la vie et au projet de la librairie L'Établi des mots. Donc, je vais essayer de me faire le porte-parole un petit peu de voilà, l'ensemble de ces habitants, usagers. Ça aurait pu être aujourd'hui Clémence, Christian ou Élise, enfin voilà. Bonjour, moi je m'appelle Laurent Prieur et je suis libraire à la librairie L'Établi des mots, qui est une librairie indépendante, généraliste et coopérative.
Très bien, merci. Alors, on va commencer en fait par aborder un point important qui, pour résumer par la question, pourquoi faire participer? Pourquoi c'est important de participer? Là, vous avez entendu la présentation des associations, vous avez compris que certaines vont travailler sur le cas de l'établi des mots, ou également de tout à tout l'accès à la culture, que ce soit par la réalisation d'un journal ou par la participation à une librairie. D'autres, ça va être sur un champ plus entrepreneurial, hein, donc je pense notamment à TAG 29. Donc j'ai posé cette question notamment à destination de Karine, Cindy et Laurent, mais bien entendu Raymond et Benjamin peuvent tout à fait réagir. C'est quel est l'intérêt ou le sens de la participation du public dans vos projets? Quel sens ça a pour vous? Qui souhaite réagir en premier? Le micro, donc je devrais. Pour nous, le sens, c'était le sens même du projet, puisque on a fait le choix de proposer la création de cette librairie dans un quartier, le quartier du Blône à Rennes. Il faut savoir que à Rennes, comme dans toutes les villes en France, 95% des librairies sont en centre-ville. Donc nous, l'objet était bien de s'implanter et d'être présent sur le quartier du Blône et d'être une librairie coopérative, donc de fait d'associer les habitants, les acteurs, les actrices et les habitants du quartier à la création de cette librairie qui se donne 3 dimensions, une dimension éducative, culturelle et économique. Donc c'est inscrit dans nos statuts, dans notre organisation et dans notre projet. Donc pour nous, le sens, il n'y avait pas de sens à faire une librairie qui n'était pas coopérative et pas implantée sur ce quartier. On n'est pas... j'ai dit ce qu'on était, et à contrario, un libraire n'est pas qu'un marchand de livres, parce que ça peut être ça aussi. C'est pas, quand on est dans un simple rapport client-fournisseur, on est marchand de livres. La dimension d'une librairie, elle est beaucoup plus large que de vendre des livres. On vend des livres, bien entendu. On a un modèle économique, et un modèle économique qui tient si on est en capacité de vendre des livres, mais surtout de vendre quel livre, de quelle façon, et comment on le fait. Et donc avec qui on le fait. Et donc nous, notre démarche, le projet n'avait de sens que s'il était coopératif et intégré sur le quartier, et donc impliquant les gens qui vivent et qui habitent sur le quartier. Alors, nous, de notre côté, de la même façon, c'est dans l'ADN de nos démarches d'action sur les territoires. La finalité même est bien du coup d'aller sonder à un moment donné là où il y a des trous dans la raquette en termes de services offerts à la population. Là, vraisemblablement, dans le quartier sud de Recouvrance, on avait des échos comme quoi il y avait un manque de lieux de convivialité existants. Et par ailleurs, voilà, des poches de pauvreté, d'indicateurs de population isolée, précaire, présente, qui étaient flagrants. Et des signaux, je ne sais pas comment dire ça, peut-être que dans le jargon institutionnel on dirait des signaux faibles ou des signaux forts, je ne sais pas, de dynamique informelle qui existait. Et donc on a été creuser, chercher et interroger justement ces personnes ressources un peu invisibles dans le quartier. Qui portait du coup des fonctions assez fortes pour répondre à certains besoins. Nous, pour accompagner du coup le soutien à la participation et à l'expression même en fait des populations et de leurs besoins, on est venu en aide du coup à ce collectif d'habitants qui au début était constitué en collectif informel, qui ensuite du coup a eu l'opportunité de se créer en association à l'occasion de la création d'une boîte à dos. Ils ont créé une boîte à dos dans le quartier, donc ils ont dû créer l'association pour des questions d'assurance et de relations avec les pouvoirs publics. Mais cependant, du coup, en appui à cela, nous avons eu l'opportunité d'avoir un lieu qui soit mis à disposition pour approfondir un peu plus amplement les besoins des habitants. Et pour ce faire, avec ce collectif, nous avons mis en place différents supports de participation. On a testé, expérimenté dans et hors les murs des dispositifs de participation tels que porteurs de parole,
forum ouvert, work café, ou juste des bouffes partagées, repas partagés le soir en mode juin dans l'espace public, pour justement sonder les représentations et vérifier et approfondir les besoins qu'on avait réfléchis au départ. Oui, donc pour l'association Tout à Tout, en l'occurrence le projet L'Hypocrite, mais en tout cas voilà, pour l'association Tout à Tout, notre intérêt à nous, que les jeunes participent, c'est pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle, donc ils ont entre 16 et 30 ans, et pour favoriser cette insertion sociale et professionnelle, on va les impliquer dans des projets artistiques. On va les faire travailler avec des artistes et des professionnels pour arriver à produire un objet, que ce soit du mobilier, en l'occurrence sur fait main, ou un journal pour l'Hypocrite. L'idée, c'est qu'ils deviennent vraiment co-créateurs en fait, de la production. Ce ne sont pas des petites mains. On fait ensemble. Et c'est pour ça que c'est important en fait, pour nous de ne pas les qualifier de participants, mais d'acteurs. Parce que si le jeune ne s'engage pas et si le jeune ne fait pas, il n'y a pas de production. Ce que nous on va lui apporter en fait dans cette participation, dans son engagement, ça va vraiment être l'acquisition et le développement de ses compétences, la remobilisation par les propositions qu'on peut lui faire, et puis la valorisation aussi, et d'avoir créé un objet qui est pérenne et qui est concret. Notre enjeu à nous, c'est vraiment de faire en sorte que quand le jeune il rentre à tout, il est dans un état A et qu'il ressort dans un état B. Très bien, merci. Est-ce que vraiment Benjamin souhaite réagir à ces demandes? Alors, on va enchaîner sur une autre question qui est assez intéressante et qui est importante, je trouve. C'est que souvent, il y a une confusion, semble-t-il, entre l'expression et la participation. Ça se passe comme si le simple fait de favoriser l'expression d'un public suffisait à qualifier cela de participation. Et donc moi, j'aurais voulu poser la question à l'ensemble des personnes présentes. Quel pont, quelle nuance vous faites entre l'expression et la participation, et notamment au sens politique du terme? Vu que j'ai le micro, je vais continuer. Alors pour moi, participation au sens politique, ça va être le pouvoir d'agir en fait dans la cité, de prendre des décisions, de s'inscrire, de s'inclure dans la vie de la cité. Et ce qui est intéressant pour nous, en tout cas avec l'Hypocrite, c'est que clairement il y a un pont entre l'expression des jeunes dans le journal et leur future participation en tant que citoyens. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est de développer leur esprit critique. On part du principe qu'on les inscrit en tout cas dans une logique de droit culturel. Donc on va vraiment se baser sur leurs références culturelles qu'on va pouvoir après développer en fonction de personnalités qu'on va rencontrer, de gens qui ont peut-être une autre vision du monde qu'eux. Et l'idée, ça va vraiment de pouvoir les amener à comprendre, à décrypter, parce qu'on passe aussi par la fonction journalistique, qui est très intéressante, parce que écrire un journal, c'est être dans les contraintes aussi des codes journalistiques, et donc c'est argumenter, c'est reposer sur du factuel, c'est avoir des sources en fait, donc ça représente vraiment un travail autour de l'esprit, et j'estime que ça les amène aussi à poser un regard sur le monde, à construire leur opinion, leur avis, et donc après d'être plus autonomes pour aller là où ils ont envie d'aller, pour prendre des décisions et peut-être pour se sentir plus capables, en tout cas, de dire moins par mes références, j'estime que ça, c'est pas forcément normal, j'ai envie de m'engager aussi dans une association parce que j'ai découvert que j'étais en capacité de m'exprimer, de faire des choix, d'avoir une opinion, et je pense clairement oui, que le pont se fait, en tout cas dans notre projet, à cet endroit-là. Oui, puis si je peux me permettre, oui. Je ne vais pas intervenir beaucoup, mais je vais m'autoriser à le faire, c'est qu'en plus, là, notamment pour le projet L'Hypocrite, il s'agit bien d'un journal à destination de lecteurs. Et donc à partir du moment où, j'imagine, tu me dis si je me trompe, mais à partir du moment où j'écris un article à destination d'un lecteur, ce lecteur va se fabriquer une opinion à partir de l'article. Donc là, est-ce qu'on n'est pas dans la participation finalement? C'est-à-dire, je m'exprime en écrivant l'article, je suis l'émetteur d'un message, mais en même temps, derrière ce message, j'ai un récepteur qui va s'appuyer sur cet article en étant d'accord ou pas d'accord, et c'est une façon de participer.
De lire le journal? Bien sûr. Oui, bien évidemment. L'objectif est quand même bien évidemment de le lire. Alors après, voilà, ça les place aussi dans une logique qui n'est pas forcément évidente, mais quelle est la cible du journal? C'est quelque chose qu'on leur dit assez souvent. Alors, c'est vrai qu'ils ont entre 16 et 30 ans, que c'est un journal qui se situe quand même un peu plus à gauche qu'à droite en termes voilà, de contenu, on est d'accord, bien évidemment. Oui, c'est aussi les mettre dans cette posture-là. Là, comme je vous le disais, on va revenir dessus, mais on travaille sur la culture manga, je vous expliquerai pourquoi en ce moment. À partir de janvier, en fait, la production, l'idée de l'Hypocrite, c'est vraiment de produire un journal papier. Pourquoi? Parce que les jeunes ne lisent plus de journaux papier. Hein. Ils ne vont pas du tout s'acheter Ouest France, voilà, ou s'abonner à un journal d'information. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est complètement décalé et que leur information va se passer sur le web. Par Twitch, par Instagram, Facebook, enfin voilà, l'info elle passe par là. C'est pour ça qu'en parallèle de la production du journal, on développe des résidences de journalistes qui vont interroger avec les jeunes les nouveaux médias. Ça les amène aussi à décrypter en fait, les codes, par exemple de YouTube pour créer une vidéo, de Twitch, en l'occurrence là sur le numéro sur les mangas, on prépare une émission pour Twitch, et à partir de janvier, on va travailler avec le René autour de cette question de la résidence de journaliste pour apprendre à vulgariser l'information auprès d'enfants. Donc c'est aussi tous ces exercices-là qui sont pour le coup hyper intéressants pour les jeunes parce que ça se place, ils sont obligés de se placer dans celui qui va recevoir aussi le message. C'est-à-dire qu'il y a un filtre, et c'est eux les filtres au final, parce que c'est eux qui rencontrent les gens, qui vont les interviewer, puis c'est eux qui vont après faire des choix en fonction aussi du lecteur ou de la lectrice qui va recevoir l'information. Alors, pour cette question, nuance ou pont, alors moi j'ai choisi plus de traiter le pont. Les ponts. Nous, du coup, globalement, d'un point de vue théorique, pour moi, l'expression des publics, et puis tel que ça a été vécu là par ce projet, l'expression des publics qui au départ était spontanée, où on va à la rencontre voilà, du tout venant, et à la rencontre des habitants sur un quartier donné, a permis ou peut engendrer la participation derrière des publics de façon plus active. Et vice-versa, la participation, quand on participe, on peut aussi renforcer la capacitation j'aime bien utiliser ce terme québécois pour ne pas utiliser capacité, la capacitation de l'expression des publics dans l'espace public. Donc si vous me suivez, expression des publics spontanée peut motiver et engendrer la participation, et la participation active par la suite est un levier pour structurer davantage l'expression des publics dans l'espace public. Là, sur ce projet, porté par coup pour coup à Recouvrance, je vous disais, on a eu un lieu expérimental, un local, où pour recueillir la parole, en plus des dispositifs participatifs dont je vous ai cité tout à l'heure, il y a eu un petit service de café un peu clandestin qui s'est ouvert, qui était ouvert et tenu par des bénévoles du collectif à différents moments de la journée. Et cette captation, on va dire, de l'information et puis l'observation par les membres du collectif de ce qui se passait a permis aussi pour eux en fait de devenir actifs dans le projet qui allait en devenir. Si bien que les propositions qui ont pu être faites en direct dans le recueil de la parole des habitants, je ne sais pas, un atelier de réparation, ça serait bien de mettre en place un atelier de réparation, ça serait bien de mettre en place, je ne sais pas, un atelier lecture, ça serait bien de proposer X ou Y service d'entraide pour faire des courses. Et ben Banco, naturellement, a été décidé, est venu rapidement dans la tête du collectif on a un lieu pour expérimenter maintenant,
on crée un calendrier et qui est dispo et qui veut proposer une nouvelle activité se positionne la semaine prochaine sur le créneau où il est disponible. Et voilà comment le tiers-lieu Kukuroku est né par une organisation et de l'expression de public à la participation. Et à la participation aujourd'hui au renforcement encore de l'expression du public par X ou Y activités hors des murs, telles qu'un calendrier, telles que là une carte sensible qui va bientôt paraître dans quelques semaines, carte sensible du quartier, etc. etc. Je vais juste anticiper ton intervention, Laurent, parce que je vais répondre à cette question de façon peut-être un tout petit peu en prenant un biais, mais pas directement. Mais le projet de librairie d'Établi des mots m'intéressait parce qu'il fait, semble-t-il, voilà, la jonction, le lien entre à la fois l'usager des librairies, que je peux être, le citoyen engagé dans la ville et dans un certain nombre d'associations par ailleurs, et également d'habitants, donc inscrits sur un territoire. La librairie, comme Laurent vous l'a dit, est une de ces très rares librairies installées sur un quartier, une ville. Et donc, il y a cette chose-là. Et puis ensuite, de toute façon, les 250 coopérateurs, coopératrices qui sont engagés, ben, c'est un engagement à géométrie variable en fonction effectivement les uns les autres. Ça peut être simplement de prendre un moment une part sociale pour participer, voilà, et soutenir le projet. On peut avoir un engagement un peu plus fort, qui peut être effectivement de participer aux commissions qui permettent aussi de faire vivre le projet, commission animation, commission librairie. À un moment, quand il s'agit d'écrire les statuts, commission également travaillant là-dessus. Et puis, on peut aussi s'engager un peu plus, comme c'est mon cas en étant dans le comité de coordination, qui regroupe une douzaine de coopérateurs, coopératrices, qui assistent un peu plus fortement, un peu plus directement, qui accompagnent les libraires, qui assistent la direction du projet. Et puis, une autre façon aussi de répondre à la question, c'est peut-être de se dire qu'on arrive chacun avec nos compétences, nos savoir-faire, on met à disposition du projet, mais ça peut être aussi, pour certaines, l'envie à un moment, justement de faire un pas de côté et d'aller faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Quoi. Voilà. On se retrouve tout à coup à faire un truc qui n'est pas du tout dans nos cordes, et on se dit, ben, on va s'essayer à ça pour... voilà, c'est aussi une façon un petit peu de répondre à la question sans y répondre tout à fait. Sur la question d'expression participation, de point de vue très large, je commencerai par dire qu'on peut s'exprimer sans participer, mais quand on participe, on s'exprime. Déjà, c'est pour nous des éléments fondamentaux. Et qu'en fait, en créant la librairie l'Établi des mots sur le quartier du Blône, on a voulu créer un espace d'expression et de participation. Vraiment les deux dimensions. Alors, ça se traduit, pour synthétiser un peu de deux façons. D'abord, ce que je l'appellerais en interne, parce que nous sommes une coopérative, donc vraiment on l'a dit, 250 sociétaires, chacun participant comme il le souhaite, comme il le veut, s'exprimant, mais c'est aussi un lieu d'expression, un lieu de participation active. On a une assemblée générale qu'on a tenue il y a une dizaine de jours, donc c'est aussi le lieu de décision, et puis tout au long de l'année, à travers ce qu'a dit Raymond sur les commissions, les actions, les projets. Et puis plus largement, parce que la librairie est bien ouverte à tout le monde, elle n'est pas réservée aux sociétaires, et dans ce cadre-là, c'est à travers toutes les actions qu'on met en œuvre. Alors quand je dis le on, que nous mettons en œuvre, mais que nous décidons, alors je veux dire collégialement, sur des démarches d'animation, sur des démarches d'ateliers, sur des démarches de participation à différents événements, qui sont décidés soit par les libraires, soit par les coopérateurs, coopératrices, soit ensemble. Enfin, c'est là qu'il y a une organisation aussi interne qui permet ces éléments-là. On part du principe qu'à partir du moment où il y a une bonne idée, à partir du moment où il y a une idée d'exprimer, et qu'il y en a deux ou trois qui pensent que cette idée est bonne, c'est une bonne idée. Mais que l'idée, c'est l'expression, et qu'elle ne se mettra en place que s'il y a des gens qui participent à la mettre en place. Donc, quand on passe de l'idée au projet, s'il y a 2 ou 3 personnes qui ont envie de mettre en place un projet, une animation, faire venir un auteur, aller dans
dans une école, participer à un projet existant ou monter un projet. S'il y a 2-3 personnes qui l'expriment et qui ont envie de le monter, ben comment on réfléchit après ensemble, collégialement, comment on peut le mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a besoin de moyens, d'outils, de logistique, de finances, etc. Voilà. Donc c'est une organisation qui permet ça. Mais il y a bien cette double dimension qui favorise, à partir de la participation, l'expression. Et après, le livre, la lecture, la culture sont aussi des modes d'expression. C'est-à-dire que le choix des livres, alors on a une ligne éditoriale propre à la librairie, on a 5 grands rayons, des librairies généralistes, hein, alors non, 60 mètres carrés. Hein, c'est presque un peu plus petit qu'ici ou pas loin. Il n'y a pas de gradin, quoi qu'il y a une mezzanine pour les jeunes. C'est aussi l'espace a été aussi pensé pour ça, et pour aussi ceux qui y participer, il faut se rencontrer. Donc on peut aller vers les gens, mais c'est aussi comment on fait pour qu'on passe la porte d'une librairie. Peut-être qu'ici, dans cette salle, ça n'a jamais été un problème de passer la porte d'une librairie. C'est pas si simple que ça pour tout le monde, suivant son histoire, son vécu, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a le dans les murs et le hors les murs. Et puis on a créé notre librairie sur 60 mètres carrés, on pourrait dire c'est une mini-librairie en termes d'espace, hein, mais qui comprend 3 espaces de lecture et 2 zones où on peut s'installer et regarder les livres, les lire, repartir en les achetant ou repartir sans les acheter. C'est aussi l'objet. Et notamment par rapport aux jeunes, c'était aussi un choix qu'on a dans le éditorial, de pouvoir faire en sorte que les jeunes osent, veulent et passent la porte de la librairie. Et donc il y a un petit, je parle de mezzanine, parce qu'il y a un petit espace cosy, aménagé, qui permet aux jeunes de monter, d'avoir leur espace et de pouvoir lire tranquillement, regarder et puis acheter ou pas. Voilà. Et on a fait ça aussi pour les vieux, les adultes, dans un autre espace, et pour les familles. Voilà, c'est aussi cette idée-là. Et puis, voilà, comme je l'ai dit, la participation dans la vie de la coopérative, qui ne peut fonctionner que s'il y a ces coopérateurs et ces coopératrices. Et donc, sur ce quartier, sur cette implantation, on est 3 libraires, c'est 2 équivalents temps plein, pour faire fonctionner une librairie 5 jours par semaine avec le métier que c'est, parce que, je sais pas si, enfin, moi, je suis devenu libraire parce que je rêvais d'être libraire. Je ne sais pas si vous avez rêvé d'être libraire, mais c'est un beau rêve. Dans la réalité du métier de libraire, il y a une partie du rêve, et puis il y a une petite partie qui s'appelle la logistique. Ouvrir les cartons, défaire les cartons, mettre en rayon, ranger en rayon, renvoyer les livres, refermer, faire la caisse. C'est passionnant. S'il y a des gens avec qui on échange, avec qui on travaille, avec qui on parle du livre, etc. Donc c'est ça qui est passionnant. Mais il y a aussi un petit métier logistique. Et puis il y a une autre façon de favoriser l'expression, parce qu'on expérimente aussi. Hein. C'est aussi cette dynamique-là. On vient d'expérimenter une année, comme on a tous vécu, avec le Covid, qui en termes d'animation et d'expression et de participation n'avait pas non plus été les plus faciles. Donc, par exemple, nous, dans la question outre la ligne éditoriale, on a un espace qu'on appelle le coin des COP, coopérateurs, coopératrices, qui est laissé l'espace d'un groupe de coopérateurs, coopératrices qui décident de s'en saisir et qui, après on a organisé ça collectivement, c'est-à-dire 4 fois par an, il y a une thématique, et les choix des livres sont laissés à la disposition des coopérateurs, coopératrices. Et nous, libraires, on est gestionnaires, on va dire, de commander les livres, demander les services presse, etc., les faire lire, mais cet espace-là, il est réservé. C'est la 7e ligne, axe de la ligne éditoriale qu'on a, parce qu'on a les 6 autres à l'avant. Voilà, donc c'est aussi cet espace-là qui est identifié et qui permet d'avoir une expression portée par des thématiques diverses et des livres choisis par les coopérateurs, coopératrices. Et puis après, les usagers, au sens plus large, clients, usagers, partenaires, on appelle ça comme on veut, les gens qui rentrent dans les librairies, c'est aussi d'être à l'écoute des propositions qu'ils peuvent faire en termes de livres, en correspondance avec le libraire, parce que, pour vous donner une idée, en France, il y a à peu près 800 000 livres différents qui existent, hein, en accessibilité, qui sont édités, et qu'on peut acheter, commander. Il n'y a aucune librairie qui comporte 800 000 livres. Même une grande librairie, vous connaissez tous à Rennes, j'en ai plusieurs dizaines de milliers, mais pas 800 000. Nous, on en a 5 000. Donc après, c'est tout le travail aussi qui se fait pour pouvoir aussi commander les ouvrages. Et puis, dernier élément, c'est aussi comment on favorise l'expression. On en parlait tout à l'heure, mais des auteurs, des éditeurs alors, locaux ou de plus petites maisons d'édition. Parce que la chaîne du livre, c'est quand même 80% ou 90% du secteur, du marché, si on raisonne sur une histoire d'activité économique, c'est 5-6 maisons d'édition, hein, 5-6 distributeurs. Donc, du coup, comment aussi il y a de l'éclectisme et une ligne éditoriale qui est favorisée. Et là, c'est aussi du lien avec les coopérateurs, coopératrices, les clients, les usagers, qui nous font connaître, il y a ceux qu'on connaît, mais qui nous font connaître les maisons d'édition, des ouvrages, etc., qui ne sont pas ceux qui bénéficient d'une médiatique forte,
là-dessus. Donc comment on fait connaître aussi ces éléments-là. Donc c'est aussi un moyen d'expression. Oui, justement, on va maintenant tourner notamment vers Benjamin, puis ensuite vers moi et notre frère témoignage de Rosie. On va se poser cette question maintenant. Je vais commencer par vous, Benjamin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a motivé à participer notamment au projet Hypocrite, mais également qu'est-ce qui vous a motivé à y rester engagé? Alors moi du coup j'avais découvert ça parce que avant j'étais à la mission locale, donc je sais pas si ça vous parle. Et du coup on m'a dirigé vers Tout à Tout et du coup l'Hypocrite parce qu'en fait j'avais un profil qui était vachement basé sur la culture quoi. Donc parce que j'ai une asso de concert et je fais de la musique, donc du coup ils m'ont dirigé vers l'Hypocrite. Et donc c'est ça qui m'a... Et du coup j'ai rencontré Karine et on a commencé à travailler donc du coup sur le premier numéro que j'ai fait, c'était sur la mort, donc le thème de la mort. Donc la musique et la mort, forcément il y a un truc à dire quoi. Juste pour préciser aussi par rapport à ton parcours, parce que tu avais suivi Infocom, Oui, c'est ça. donc à la fac, tu n'étais pas allé jusqu'au bout de Non. ça, mais la question du journalisme et de la musique, c'était quelque chose qui Oui, c'est ça. t'intéressait potentiellement pour un futur métier, ou en tout cas voilà, d'aller sur l'esprit chronique musical. Ouais, c'est ça, j'étais allé en Infocom parce qu'on m'avait dit que pour faire journalisme musical, un parcours d'école de journalisme normal, c'est pas ce qu'il fallait. On m'avait dit de faire Infocom. J'ai pas du tout aimé. Mais bon, en fait, en marche, je faisais de la radio à Radio Campus Silob maintenant, du coup. Donc, où je parlais de musique aussi dans une émission. Et donc, j'avais un fanzine à l'époque aussi. Et du coup, c'était toujours un truc qui m'a intéressé. Donc, du coup, forcément, l'Hypocrite, ça m'a beaucoup plu. Surtout que Karine m'a proposé de parler de musique. Donc, à chaque fois, un thème particulier avec. De parler de musique dans le thème du journal, quoi. Donc, par exemple, là, c'était pour la nourriture, enfin la gastronomie. J'ai j'ai fait un portrait d'un artiste qui s'appelle Morgan Freeman, donc pour Morgan Freeman. Et c'est un mec qui fait du metal grindcore, si ça vous dit un truc. Et en fait, c'est grindcore. Et c'est un peu bourrin. Et en gros, c'est un mec en fait, qui est politiquement vegan et qui fait en même temps qu'il joue, donc il a une boîte à rythme et une guitare et en même temps il a une friteuse où il fait des frites pendant le concert et qu'il distribue à la fin du concert. Donc, du coup j'ai fait un portrait sur lui parce que je trouvais que c'était parfait pour le sujet quoi. Et donc du coup ouais voilà c'est en fait le truc qui me plaît beaucoup c'est que on me laisse un peu faire parler de donc ça reste dans le sujet mais parler de ce que je veux et dire ce que je veux, donc ça m'a beaucoup plu, puis ça apprend aussi, on apprend plein de trucs, par exemple le fait de faire un chemin de fer, une maquette, le design, on essaye de faire tout nous-mêmes, donc par exemple là c'était des trucs en pâte à sucre qu'on avait tous fait donc, pour faire une couverture, les articles sont illustrés avec du coup pareil, moi j'avais fait un cornet de frites du coup, et en gros ouais c'est... on apprend beaucoup de choses et puis aussi le fait de collaborer avec des gens qu'on à la base on ne connaît pas. Donc du coup ça permet de travailler en groupe aussi, les interviews se font tout le temps en groupe, même si quand la personne doit faire l'article, donc du coup c'est lui ou elle qui travaille dessus, mais vu qu'on est tous là, on peut tous intervenir. Donc c'est super intéressant, donc c'est ça qui m'a poussé aussi à rester, parce que ça me plaît vraiment beaucoup de cet aspect du journalisme. Comme je disais, je faisais de la radio et un fanzine, mais je n'avais pas ce côté vraiment, parce qu'on fait ça de manière quand même professionnelle. Donc, du coup, ça m'apprend beaucoup de choses et c'est ça qui m'a donné envie de rester parce que moi j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Voilà. Du coup, moi, je vais prendre la parole pour Rosie. Donc, Rosie, en 2019, était étudiante pour alors. Elle s'était mobilisée donc, sur la boîte à dons avec les copains pour mettre en place cette initiative. C'est le moment où ça a changé un peu d'ampleur l'échelle du projet et puis en parallèle, nous, du coup, à la démarche de participation qu'on mettait en place.
Pourquoi elle s'est investie et pourquoi elle a décidé de poursuivre, c'est parce que selon elle, c'était d'une part, il y avait une dynamique de copains, de colocs qui était assez importante. Qu'elle saisissait que c'était le moment ou jamais de s'investir à fond du coup, dans ce projet puisque expérimental et restreint sur un temps donné et que toutes les énergies étaient bonnes à prendre. Elle n'était pas forcément pas du tout un pied dans la participation citoyenne avant le développement local ni quoi que ce soit dans son parcours, loin de là. Mais la place lui était faite pour faire toute proposition que ce soit, du coup faire des dessins, contribuer à petits travaux pratiques, logistiques, faire un petit gâteau par-ci par-là, se rendre disponible, prêter sa voiture, etc. etc. Donc quelques mots de verbatim du coup pour cette question que j'ai recueillie. Donc c'était maintenant ou jamais, il y avait des bonnes énergies, il fallait en être, tout le monde pouvait faire tout ce qui lui plaisait, y contribuer, proposer ses services et la créativité collective et l'émulation collective la stimulait énormément. Et ça lui permettait de sortir de sa routine. Voilà, elle sortait des cours et au lieu de rentrer chez elle et de se faire sa boîte de raviolis et ses pâtes, elle s'arrêtait devant le lieu où il y avait un peu de lumière et toujours un peu de passage dans ce café clandestin où on récoltait les bonnes idées, café clandestin où elle ne consommait pas forcément de l'alcool tous les soirs, mais qui lui permettait une vraie respiration dans son quotidien et où elle trouvait tout son sens du coup de s'impliquer dans son quartier. Aujourd'hui, c'était la fin de la question, c'était pourquoi elle poursuit aujourd'hui. Alors, pourquoi elle poursuit aujourd'hui? L'association s'est constituée, a choisi en fait une gouvernance collégiale, c'est-à-dire une gouvernance où tout à chacun en fait peut contribuer et il y a un fonctionnement donc horizontal en termes de répartition des pouvoirs. Elle fait partie donc de ce collège dans cette gouvernance collégiale de l'association. Pourquoi elle poursuit son investissement, puisque justement ce fonctionnement, ils ont un fonctionnement par projet et donc avec des décisions du coup un peu plus par consensus où toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre et s'il n'y a pas d'objection, ça vaut acceptation. Cette philosophie et cette approche fait qu'elle trouve toute sa place. Et qu'elle apprend également énormément en fait, des uns des autres dans ce mode de fonctionnement où chacun apporte ses propres ressources. Pourquoi je suis encore là? Pourquoi j'y suis arrivé? Quand j'ai il y a 2 ans, peut-être même un peu plus, même il y a 3 ans, on commençait à entendre parler d'un projet de librairie. Donc déjà, ça m'intéressait. Je suis libraire, parce que tout petit, j'avais rêvé d'être libraire, effectivement. Et puis ensuite, de découvrir qu'il s'agissait d'un projet coopératif, c'est une dimension qui m'intéressait bien également, parce que je suis plutôt engagé dans la vie associative, et voilà, là il y avait effectivement quelque chose, l'idée de travailler sur finalement ce statut juridique, ce qu'on a fait en amont, donc voir un peu comment, quel statut ce projet pouvait avoir. On travaillait sur ces statuts de société coopérative d'intérêt collectif, qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que voilà, pour tous ceux qui se sont engagés là-dedans, il y avait cet intérêt-là, quoi, à trouver d'autres formes d'organisation, de gouvernance, à se reposer toutes ces questions-là. Et puis, enfin, troisième chose, de savoir que cette librairie allait s'installer pas loin de chez moi, sur ce quartier, c'était effectivement aussi donc une singularité, d'autant plus forte qu'elle s'installe sur un quartier
dit donc, prioritaire, politique de la ville, quoi. Donc ça veut dire aussi que ça pose un certain nombre de questions, d'enjeux sur, voilà, qui sont peut-être aussi pris en compte et en charge par la librairie, par son projet culturel, quoi. Évidemment, c'est pas anodin s'installer dans un quartier, ce type de quartier, quoi. Et donc là, effectivement, bon, ça fait pas très longtemps que l'établi est ouvert, hein, donc ça fait 8 mois. Il y a tout un projet qui doit effectivement se mettre en place pour un projet culturel, un projet d'aller vers, un projet d'embarquer effectivement et s'adresser aussi à l'ensemble des populations, en tout cas voilà, d'essayer d'élargir le cercle des usagers, des participants, même ponctuellement. Et c'est là effectivement où il y a après des choses à penser en termes de projets, de collaboration avec d'autres acteurs du quartier pour aussi voilà, rencontrer et toucher d'autres publics. Donc, de toute façon, voilà, c'est ça moi, qui m'intéresse. Alors, on a évoqué le pourquoi participer. Maintenant, on va évoquer plutôt le comment on fait participer. Et de ce point de vue-là, on va commencer par une première question, alors à destination a priori plutôt d'Établi Démo et de Tout à Tout, mais je crois que Cindy, pardon, va aussi son mot à dire là-dessus. Mais la question, c'est en quoi est-ce que la culture, le point commun tous les deux, c'est l'accès à la culture, en quoi la culture, c'est un levier particulier de développement du pouvoir d'agir sur un parcours d'une personne ou sur un territoire. Qui se lance? Vas-y. Grosse question. Déjà, ce qui est important, c'est souvent on confond culture et art. Nous, on fait vraiment le distinguo à tout entre l'art et la culture, malgré le fait qu'on ait un ministère de la culture, qui devrait être un ministère des arts, et que la culture n'est pas que dans les musées. C'est pas la culture avec un grand C, elle n'est pas sous verrou, derrière des portes vitrées, et que la culture, elle est en chacun de nous. Ça, c'est super important, en fait. C'est pour ça que je parlais des droits culturels tout à l'heure. Nous, on part du principe qu'on se construit avec notre culture, puisque la culture, ça peut être, comme Benjamin, de faire une musique, plutôt rock, métal, c'est une culture. Faire du skate, c'est une culture. Aimer les mangas, comme c'est le cas en ce moment pour la fin, comme c'est le cas, c'est souvent le cas, c'est une génération qui adore ça, mais c'est une culture, le manga, qui n'est pas du tout moi une culture que je connais, que je découvre avec eux. Donc je voulais te dire que la culture est un levier, c'est plutôt prendre en compte les cultures et les références culturelles de chacun pour offrir des espaces d'expression qui vont nous nourrir mutuellement. C'est comme si on devait partir en voyage et découvrir une ville, une manière de manger, une manière de construire des bâtiments, une manière de parler, le langage est culturel également. Donc en quoi ça peut être un levier sur le pouvoir d'agir? Ça, c'est une autre question. Mais dans une logique d'éducation populaire, c'est bien évidemment émancipateur parce que ça nous construit, la culture, ça nous nourrit. Les échanges, bien évidemment, avec les autres, c'est les espaces d'expression où des gens très différents peuvent se rencontrer. Ça nous permet vraiment de nous élever, en fait. Donc, en soi, ça, c'est ce qui peut nous amener après à nous sentir plus ancrés, plus inclus aussi dans notre société, parce qu'on a un regard plus ouvert, plus multiple, pluriel sur les choses. Et donc, on s'émancipe aussi de sa condition par la culture. L'art, c'est autre chose. La pratique artistique, on la trouve voilà, dans les théâtres, dans les musées. Et à tout, on l'expérimente aussi avec les jeunes parce qu'ils font, au même titre que les artistes transmettent leur savoir-faire, des savoir-être bien évidemment aussi. Et le pouvoir de la pratique artistique, c'est la créativité. C'est pas de bien savoir dessiner au final, c'est de savoir être créatif. Et la créativité, non, vraiment, c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre aux jeunes, qu'on a envie de développer parce que c'est une compétence psychosociale. La créativité, sans être artiste, c'est quelque chose qui est indispensable parce que ça nous permet de trouver des solutions à des problèmes. C'est ça être créatif.
Donc autant la culture et les cultures sont un levier sur le pouvoir d'agir, mais autant la pratique artistique, elle l'est tout autant, parce qu'elle nous permet de prendre des contours, en fait, de prendre des chemins de traverse. Je pense que Benjamin, tu es plutôt d'accord avec moi? Oui. Eh bien, pas mieux. Hein. Je ne vais pas paraphraser, pour paraphraser. Mais après, nous, sur la librairie, on est autour de la question de la culture, autour de la question du livre, de la lecture, de l'écrit. Voilà, donc ça traverse cette démarche-là, n'importe, mais je n'irai pas plus loin, merci. Du coup, ouais, pour faire une petite incise, effectivement, je parlais de témoignage de Rosie sur le parcours créatif en fait, dans laquelle elle se retrouvait embarquée sans forcément avoir a priori de talent artistique affiché. Le collectif aujourd'hui, malgré les conditions sanitaires, a mis en place ou fait revivre un festival historique du quartier de Recouvance. Ce quartier, en fait, c'est un quartier ouvrier à la base, des ouvriers de l'Arsenal. Et donc, il y avait un festival qui s'appelait le Carnaval des Yannick. Et aujourd'hui, ce carnaval, ils le font revivre par et pour les habitants en faisant du coup des chars, en ayant une programmation musicale et un tracé du coup qui implique les membres de leur association et du collectif et aussi le tout venant. Le tout venant, j'entends du coup les habitants du quartier. Donc beaucoup de patrimoine un peu immatériel, patrimoine culturel immatériel et la valorisation des ressources locales qui permettent du coup cette créativité et l'expression culturelle de tout à chacun. Moi, j'ai juste 2 commentaires à faire sur ce que vous dites, c'est plus fort que moi. Il y a une première chose, effectivement, sur ce qui a été dit, c'est qu'on se méfie tous de ne pas résumer la culture à une vision très élitiste de la culture, comme je disais, que c'est pas Légitime. culture légitime, que c'est être capable de citer tous les tableaux de Rembrandt, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je trouve ça extrêmement important que les cultures qu'on appelle populaires, finalement, ne sont pas si populaires que ça, et qu'elles servent autant à l'enrichissement. Enfin voilà, on ne peut pas hiérarchiser les cultures entre elles. Et la deuxième chose, mais là, ça c'est ma formation universitaire qui m'amène à dire ça, il faut que ça sorte, c'est que la culture n'est pas que liée à l'art, il y a aussi une culture scientifique. C'est le rôle de la fac, normalement, de diffuser les savoirs scientifiques qui y sont produits. Il y a des interrogations à avoir autour de ce sujet. Voilà. Je ne pouvais pas m'empêcher de le mentionner. Tout est culture. Oui. Il y a quelques personnes qui viennent en tête sur le paysage audiovisuel français où j'aurais du mal à dire que c'est la culture, mais ça c'est propre à moi. Mais c'est aussi une culture. Bien sûr que c'est aussi une culture. Il y a des codes en fait, il y a des codes clairement, ça devient culturel quoi. Je vais prendre le risque de paraphraser Karine, justement, parce que à deux reprises au moins, tu as employé un mot important, celui d'émancipation. C'est le mot important, c'est-à-dire que la culture en soi, c'est pas en soi un levier pour, mais il faut qu'il y ait cette dimension, ce projet d'émancipation. C'est-à-dire qu'il fait qu'effectivement, à un moment, on met les gens en mouvement. C'est aussi donc savoir les mettre en capacité de se détacher de certains déterminismes, d'assignation. Voilà, ça c'est des choses effectivement qui sont motrices. Alors, on va enchaîner sur une autre question, notamment à destination de Nathalie Daino et de Raymond, donc à Laurent et Raymond. Vous avez fait le choix d'une librairie coopérative, donc, ce qui implique que les clients sont aussi décideurs, participent à la prise de décision. Je voulais savoir si, un an après l'ouverture, effectivement, les habitants continuaient à investir cet espace, à prendre part activement à la vie de la librairie. Alors, je me permettrai une petite précision, c'est que tous les clients ne sont pas coopérateurs, bien sûr, sont coopératrices. Tout le monde peut être client de la librairie. Mais c'est un choix de devenir coopérateur ou coopératrice. C'est pour une part sociale et en participant aux instances, au gouvernement, aux organisations et de participation dans le projet. Donc ça c'est la première précision.
puis après, deuxième élément, c'est que j'ai décrit déjà un peu tout à l'heure la façon dont ça peut se faire, etc. Vraiment, elle a dit, on est aujourd'hui, nous sommes 250 coopérateurs, coopératrices. Alors quand je dis nous, parce que c'est les coopérateurs, des coopératrices, nous, le choix qu'on a porté, c'est les salariés, qui sont coopérateurs, coopératrices, les citoyens, habitants, personnes physiques, d'où qu'elles soient, peut être coopérateurs et coopératrices, des associations peuvent être coopérateurs et coopératrices, des entreprises peuvent être coopérateurs et coopératrices. Donc c'est aussi cette mixité, je dirais, par rapport à ça. Et nous, on l'a organisé autour de 3 dimensions, salariés, usagers, coopérateurs, coopératrices, et puis dans les partenaires, on a mis deux dimensions, c'est partenaires du quartier, pour le quartier, c'est-à-dire que les structures, les acteurs participent au fait qu'il y ait une librairie sur ce quartier-là. Et puis il y a aussi les partenaires, les acteurs de la chaîne du livre, livre et lecture. C'est que notre idée aussi, on est dans ce qu'on appelle la chaîne du livre, c'est tous les participants, de l'auteur et de l'autrice au libraire qui est le distributeur. Il y a plein d'autres acteurs dans la chaîne, l'éditeur, et puis tous les métiers d'impression, de graphisme, etc., de mise en page, et puis qui sont de distribution. Enfin, il y a toute une chaîne d'acteurs qui, aujourd'hui, ont une culture très individualiste, globalement. Donc, les choses sont très séparées. Et nous, un des aspects qu'on souhaite aussi, c'est comment on recrée de la coopération à l'intérieur d'une chaîne du livre pour, justement, porter des ouvrages, porter des lectures, porter des livres particuliers. Donc, il y a des partenaires qui sont libraires, d'autres librairies, des éditeurs, des diffuseurs qui peuvent être partenaires et qui donc participent au fait que cette librairie coopérative existe. En même temps, ça permet de re-questionner aussi le sens de la coopération ou de la non-coopération de la chaîne du livre. Donc ça, c'était aussi l'élément. Donc c'est toutes ces composantes qui composent aussi la librairie. Après, dans la participation, voilà, j'ai parlé déjà des façons de le faire, qui ont été pas mal bridées par la période de pandémie qu'on a vécue. Et là, donc, on a, on va dire, des programmes d'animation et de participation qui vont d'ateliers. On parlait d'éducation populaire, on parlait tout à l'heure, nous, on met en place des ateliers, par exemple, un exemple très concret autour de ce qu'on appelle l'écriture de coup de cœur ou de notule. Dans une librairie, vous y allez, vous aimez bien, vous regardez ou pas les petits coups de cœur des libraires. J'ai aimé pour ça, ou je mets en avant ça. Notre idée, c'est que ça appartient pas aux libraires, ça. Bien entendu, on en fait, par rapport à des livres qu'on met en avant. Mais toute personne, tout coopérateur, coopératrice, pour nous, peut le faire. Puis il y a ceux qui savent le faire, puis il y a ceux qui voudraient le faire, mais qui ne savent pas forcément, ou qui n'osent pas. Donc d'où le fait de mettre en place des ateliers, on appelle les notules, ça s'appelle des notules, pour apprendre collectivement à oser écrire en fait, le coup de cœur d'un livre. Voilà, donc c'est un exemple donné. Il y a après des animations classiques, auteurs, autrices, pour présenter des livres. Et puis il y a des projets qu'on n'a pas pu mettre en place et qu'on souhaite mettre en place là, à l'occasion de cette deuxième année d'activité, qui est par exemple celle de mettre en place un vélo cargo librairie. D'ailleurs, les murs, c'est aussi de porter le livre, la lecture, les animations, etc., dans le quartier ou plus largement dans la ville. Alors on vient sur des salons comme ici, à Scoria, mais l'idée c'est d'aller dans les squares, d'aller faire des tours, d'aller dans des événements improbables. Là, il y a un événement qui se prépare pour l'année prochaine, de salon littéraire et dans la forêt. Je prends cet exemple-là, mais c'est aussi alors, autour de cette thématique-là, mais c'est aussi dans l'exemple de... Et donc voilà, ce vélo cargo qui est un objet, mais qui sera aussi pour vocation d'être animé, d'aller au-devant et de participer, d'être approprié. Parce que en fait, l'enjeu, c'est que chacun s'approprie les espaces et les outils. Bon, voilà, c'est 3 exemples de choses qui existent, qui sont prévues. Et puis s'il y en a dans la salle qui veulent devenir coopérateurs et coopératrices et qui ont un peu de temps, d'appétence et d'envie, n'hésitez pas. Hein. Toutes les idées sont bonnes. Alors, par contre, il ne faut pas penser les bénéfices financièrement, parce que la part sociale, on les prend, mais les bénéfices sont intégralement réinjectés, réinvestis dans le projet. Quoi, hein. Donc, il n'y a pas un copec, en tout cas, à y gagner, ça c'est sûr. Mais c'est intérêt aussi de la SCIC, outre qu'elle permet, comme le disait Laurent, d'associer différents types de partenaires, que ce soit les usagers, les clients, mais aussi des associations d'autres types de partenaires, et donc à la fois des personnes publiques
personnes privées, qui effectivement, donc, l'intérêt de cette coopérative. Alors, on va essayer de garder un peu de temps pour les questions. Hein. Le temps tourne. J'ai juste deux autres questions. Après, on va pouvoir vous laisser la parole. Donc, avant-dernière question, notamment à destination de Cindy. Est-ce que les moyens de participation développés à TAG ont permis effectivement de créer des projets qui répondent aux besoins des habitants? Oui, on en a parlé, mais... Oui. Ça va me permettre de faire le lien avec nous, notre accompagnement au TAG actuellement. Depuis 2019, déjà peut-être une petite aparté, l'association entre 2019 et 2020, au moment de sa création, ils sont 30 personnes. En une année, ils sont passés à 300 personnes. Donc, après, c'est adhésion prix libre avec l'histoire du fameux café et des repas partagés. Mais voilà, c'est quand même pas négligeable. C'est une association donc, qui principalement repose sur une activité bénévole jusque-là. L'enjeu, un peu dans le changement d'échelle et sur effectivement la vérification du coup d'un certain nombre de besoins que je vous ai évoqués tout à l'heure, avérés et des idées de mise en place de nouveaux services pour et par les habitants, voilà, elle n'est plus à démontrer. Ceci étant, le contexte sanitaire n'a pas permis une continuité d'activités en présentiel, avec des rencontres physiques où on voit les gens et où il y a le temps informel nécessaire pour la maturation du projet. Aujourd'hui, on remet en place progressivement des temps ouverts à tous avec l'ouverture aux habitants et aux documents et puis des rencontres aussi hors les murs. Pendant un an, on a accompagné, nous au TAG, on a poursuivi notre accompagnement, mais sur la structuration du coup collégiale de l'association et également sur les différents scénarios d'évolution de l'association, avec aujourd'hui l'envie et la nécessité par ailleurs de créer un demi-poste salarié, donc que l'association devienne une association employeuse et que donc les bénévoles deviennent employeurs, donc ça change aussi la dimension dans nos projets, pour coordonner, pour pas qu'ils s'épuisent dans cette activité, ce chouette projet qui gagne à changer d'échelle. Donc nous, au TAG 29, voilà, on les accompagne vers ce cheminement-là. On a aussi un rôle de médiateur et de médiateur, facilitateur avec les pouvoirs publics, sans qui le projet ne peut pas exister. Si on n'a pas de foncier périn à prix abordable sur le quartier, si au niveau des négociations politiques pour l'agrément espace de vie sociale sont pas forcément obtenus, ben ça joue sur le financement du mini-poste qui va bien derrière. Donc voilà. Donc nous on a aujourd'hui on les épaule principalement sur la modélisation économique pour une activité pérenne et prévenir aussi l'épuisement potentiel de bénévoles sans qui l'activité ne pourrait pas durer, mais dont il faut prendre soin du lien humain entre eux également. Alors, une dernière question, toute simple. Est-ce que, ça s'adresse à tout le monde, est-ce qu'il y a une difficulté par rapport au projet, par rapport à l'association, par rapport à la participation que vous souhaiteriez nommer? Est-ce qu'il y a un point, une dimension, un point délicat par rapport à l'ensemble du projet? Alors, ce que je ne vous ai pas explicitement dit tout à l'heure, c'est que nous, on travaille avec des jeunes qu'on nomme en situation de fragilité. Cette fragilité, elle est multiple en fait. Il n'y a aucun jeune dans un groupe qui peut se retrouver avec la même problématique. Ce qui peut être difficile pour certains jeunes, c'est la peur de l'échec. C'est-à-dire le fait d'avoir été habitué à être dans l'échec, à ne pas aller au bout, de peur de ne pas y arriver.
Et ça peut vraiment être un frein clairement à l'engagement que nous, on demande de la part du jeune dans le projet. C'est-à-dire que je leur dis souvent, ce qui prime, c'est que tu commences et que tu termines, peu importe le chemin que tu prendras, ça ne sera pas celui de ton voisin, mais c'est super important en fait d'aller jusqu'au bout et de se dire, voilà, j'ai réussi à terminer quelque chose. Ça peut être très compliqué. C'est pour ça que nous, quand les structures sociales d'insertion pro, socio-pro nous orientent les jeunes, on demande qu'ils soient quand même stabilisés pour pouvoir faire la marche supérieure qui va être l'engagement qu'ils vont porter à nos côtés. Bien évidemment, ça arrive que des fois, il y ait des jeunes. Bah, c'est de plus en plus rare, mais ça arrive au milieu du projet, plus de nouvelles, il a disparu. Et qui est aussi dans l'incapacité de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de communiquer sur sa difficulté. Si le jeune ne communique pas sur sa difficulté, on ne peut pas l'accompagner à la dépasser. Donc ça, c'est problématique. La deuxième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que nous, on développe un principe de mixité très fort. Comme je vous disais, aucun jeune n'a le même profil en fait, dans le projet. Et c'est hyper intéressant parce que ça fait levier les uns avec les autres. Ils ne sont pas stigmatisés, ils n'ont pas la même difficulté. Donc c'est riche aussi de rencontres et d'échanges. Cependant, des fois, on peut avoir des jeunes qui sont, par exemple, qui ont Asperger, on en parlait avec Benjamin tout à l'heure, et qui dans le groupe peuvent avoir des réactions un peu inattendues, qui peuvent, par leurs obsessions aussi, si vous connaissez un petit peu ce syndrome-là, ils sont très obsessionnels, être un peu dérangeants, un peu fermés, et pour certains jeunes, ça peut être très compliqué de rentrer en relation, donc généralement, on essaie d'en discuter en fait, parce que nous, on est pour les principes d'inclusion, mais on voit qu'il y a un stade qu'on ne pourra pas dépasser. Clairement, avec ce type de profil-là, parce que l'objectif de Tout à Tous, c'est d'être un levier, c'est-à-dire que le jeune ne passe pas sa vie chez nous, parce que ça veut dire qu'on aura mal fait notre boulot, mais qu'il y passe 2 ans maximum et qu'il puisse aller vers autre chose. Et c'est vrai que des fois, il faut qu'on prenne du temps, en fait, vu qu'on est vraiment sur un principe de collectif et d'équipe, à travailler la régulation, la communication entre les jeunes, pour éviter les écueils, quoi. Voilà. Je vais être brève puisque je viens de parler déjà d'identifier deux freins sur le sujet, le frein de l'argent, de la reconnaissance des pouvoirs publics ou la crainte de l'utilisation par les pouvoirs publics du coup de cette dynamique citoyenne où les membres du collectif sont très très vigilants du coup à une utilisation institutionnelle et déjà un peu essuyer quelques plâtres sur des soutiens potentiels qu'ils n'ont pas au final pour des arbitrages ou des négociations politiques qu'ils ne maîtrisent pas et dans lesquelles ils n'ont pas leur place. Quoi la question? Les freins, Laurent parle mieux que moi, mais après, moi, banalement, c'est que voilà, les uns et les autres, on s'engage, on se mobilise, mais à des moments plus que d'autres, et parfois on est un peu disponible et d'autres fois moins, et donc du coup, c'est aussi voilà, un projet qui doit collectivement maintenir voilà, enfin, oui, une espèce de mobilisation et d'effort collectif, parce que tout est constamment à faire, d'autant que le projet Les Amis des mots, c'est quand même un projet encore très jeune, hein. On n'est pas encore passé par le temps des désillusions et tout ça, donc et voilà, une espèce de jeunesse, on va peut-être en profiter quand même, un moment. Le plus longtemps possible, mais cette phase-là arrive forcément à beaucoup. Alors, rapidement, peut-être deux difficultés. L'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde qui a envie, qui le souhaite, puisse nous rencontrer, se rencontrer, enfin, pour lequel la rencontre, alors autour du livre, de la lecture, etc. Et du livre et de la lecture, c'est déjà deux choses différentes. Donc les difficultés peuvent être d'ordre financier. Le livre a un coût, le livre a un prix. Et donc dans ce cas-là, on a adopté une démarche de dire comment aussi on met en avant des livres à prix bas, à prix pas cher, question de pouvoir le faire. Donc on appelle ça les renversants, comment on met en place aussi, ou comment on propose des livres qui cassent un peu le stéréotype de représentation qu'on peut avoir, et qui n'est pas complètement fou non plus.
dire le livre c'est élitiste, le livre c'est cher, le livre c'est gros, le livre, comment j'y accède, c'est un pavé de lecture, avec des livres très différents, justement, avec son image, du graphisme. Bon, voilà, donc on met en avant ça, mais c'est une difficulté. Après, nous, on travaille avec les bibliothèques, on travaille avec tous les équipements et les différents acteurs qui permettent aussi, justement, de favoriser la lecture. Et puis après, c'est la question de, bah voilà, si on veut que le plus grand nombre, qu'on rencontre le plus grand nombre de personnes, il faut aussi, je leur en ai parlé un peu tout à l'heure, passer la porte d'une librairie, c'est d'ailleurs des freins culturels. Il y a la personne, son histoire, sa démarche. Donc, bah, comment on sort de la librairie, on est dans un espace aussi qui se veut ouvert, avec plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire, et comment on favorise ça. Et c'est vrai que des éléments clairement, si on regarde la sociologie de nos sociétaires aujourd'hui, elle n'est pas représentative de l'intégralité de la sociologie mixte et cosmopolite du quartier. Donc c'est un des enjeux d'aller par là et de travailler, et en même temps de ne pas l'imposer. C'est aussi de le proposer et de le mettre en œuvre. C'est pour ça que c'est un espace de rencontre, de proposition, que chacun doit pouvoir se saisir, mais pour se saisir, il faut bien aussi être en capacité de le recevoir. Voilà. Donc ça, c'est un de nos enjeux à venir importants. Quelqu'un a ajouté quelque chose? Non. Tout a été dit. Très bien. On peut applaudir, je pense. Et donc, on va passer à la partie questions. Est-ce qu'il y a une première question? Alors, j'ai vu une main là. Alors, voilà, une main là, une main là. Oh, désolé, hein, j'ai vu la première là-bas. D'abord, bonjour et merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question sur cette idée de l'économie solidaire et participative. Finalement, quel est le rapport est-ce qu'il y a un rapport différent à la lecture avec cette idée de librairie par rapport à la bibliothèque, par exemple? Un rapport différent à la lecture par rapport à la bibliothèque. Parce que vous avez pris l'expression, c'est parfois compliqué de passer la porte d'une librairie. Ouais. Est-ce qu'avec ce contact peut-être humain un peu plus proche, les coups de cœur des libraires ou les coups de cœur d'autres personnes, c'est plus facile d'accéder à la lecture? On l'espère, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus... tout le monde ne passe pas encore à la porte de la librairie, etc. Donc, en tout cas, ça fait partie des éléments qu'on met en œuvre pour le favoriser et le permettre. Après, on n'a pas fait non plus d'analyse hyper précise, etc. sur est-ce que tout le monde s'y retrouve, mais c'est sûr que ça amène la question de la lecture et pas que du livre. Une librairie, on a tendance à dire c'est un livre, mais même là-haut, on a un stand, certains sont venus, hein. Il y a des livres, on peut les toucher, on peut les lire, on peut les acheter. Voilà, donc le rapport à la lecture, c'est pour ça que les animations sont aussi là pour favoriser ça. Et les articulations avec les autres acteurs, comme la bibliothèque dont vous faites référence, elle est d'articuler les choses, de ne pas faire les choses au même moment et d'être plutôt en synergie. Donc, sans répondre oui à votre question, mais en même temps sans avoir d'éléments suffisamment tangibles pour être sûr que ça puisse correspondre, mais c'est encore un espoir qui reste à valider. Participation des publics, moi je trouve là, c'est comment vous accompagnez en fait, la fin de cette participation de vos expériences professionnelles. Moi, c'est toujours très compliqué en fait une fois que vous avez mis en place un projet avec des habitants. Et en fait, pour éviter la monopolisation ceux qui ont commencé le projet, pouvoir passer à d'autres en fait des habitants, parce que faut aussi parfois à un moment passer à autre chose aussi. Comment vous arrêtez en fait si c'est le but, si c'est le contexte, la participation des habitants. Voilà. La question n'est pas très claire, mais j'espère que vous allez le faire. Non, pas. Enfin, comment on met en place les conditions pour que le participant souhaite arrêter de participer? C'est ça en fait la question. Parce que, en effet, il y a dans un projet, on a souvent un début, un milieu, une fin. Alors, nous, on le prend dans le cadre collectif et l'organisation coopérative, de permettre cette application, comme le disait aussi Raymond tout à l'heure. Il y a des gens qui vont venir ponctuellement une fois, et puis pas revenir, et puis revenir peut-être un an après. D'autres qui vont être là, s'engager plus particulièrement. Donc,
Donc les questions de la fin de la participation, pour nous, elles relèvent de la personne. Par contre, mais il est important, votre question d'adresse, parce qu'il est important de pouvoir exprimer qu'il peut y avoir une fin à la participation, pour ne pas se sentir engagé et continuer par devoir plus que par plaisir. Donc c'est l'enjeu toujours de garder du plaisir à faire ce qu'on a envie de faire, et à la participation et à l'engagement. Et en même temps, si on est plusieurs, c'est plus facile que si on n'est pas beaucoup à porter le projet. Si je réponds à votre question, en tout cas j'ai entendu ces questions-là à travers ce que vous avez dit. Moi, sur le volet du coup expérimental dans un temps restreint qui a été présenté au début, au-delà en fait de l'entrée collégiale, les personnes qui participent au projet mis en place par l'association aujourd'hui sont sur une logique de projet. Donc il y a un début, il y a une fin, et voilà, ils renouvellent sur un autre projet si ça les intéresse. Ou ils reproposent le même projet pour l'année prochaine. Donc c'est très souple et c'est ouvert à tous et à toutes. Et effectivement, il y a une logique d'entrée, de sortie permanente, de personnes qu'on voit, tiens, on ne le voit plus, et justement, on ne le voit plus. Donc de là, les temps informels permettent de pointer du doigt, ah tiens, on ne le voit plus. Est-ce qu'on va à côté, du coup, accueil de jour, l'association d'accueil de jour, on discute avec eux, qui est dans l'immeuble à côté, ah bah tiens, vous avez vu un tel, on ne l'a pas vu. Et donc là, il y a en fait une bienveillance un peu entre les gens au sein du quartier, au sein des rues, à côté du local en question. Sur éviter la monopolisation du coup de la place dans l'association, au niveau des statuts et du fonctionnement là, du collège. Il y a un renouvellement prévu tous les 3 ans d'un tiers du coup de la coprésidence. Et là, il y a eu du coup un renouvellement assez récent de trois postes avec des nouvelles personnes qui voilà, ont suivi de loin, qui ont appris en marchant ce qu'était en fait une gouvernance collégiale, qui voilà, trouvent leur place progressivement et de façon complètement équitable, égalitaire avec les autres, et puis s'investissent tel qu'ils le peuvent sur quoi ils souhaitent. Ceci étant, ils sont présents avec nous autant de travail actuel sur l'approfondissement de la gouvernance de la structure. Mais c'est une très bonne question, parce qu'on se l'est posé, clairement, pour certains projets qui n'ont pas la régularité de l'hypocrite, qui va avoir vraiment lieu sur une saison, et puis le jeune peut renouveler son adhésion d'un numéro à un autre, jusqu'à un petit peu un plafond de verre, bien évidemment, je le disais tout à l'heure. Mais on a des projets qui ont une autre temporalité. Et en l'occurrence, je pense à un projet qu'on ne propose plus, mais qui permettait aux jeunes de créer un spectacle en étant accompagnés par une compagnie de théâtre. Et donc, c'est vrai qu'il y avait cette idée d'aller jusqu'à la représentation publique. Ils montaient sur scène, le stress montait, le spectacle se passait, et puis hop, fini. Ciao, bonsoir. Et c'était d'une violence terrible, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que toute la mobilisation qu'on a demandé aux jeunes pendant 5 mois d'investissement, et puis la valorisation reçue, c'est que du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Donc, et puis il y a cette question aussi de se dire que les jeunes, ils sont prescrits, donc ils ont quand même un référent derrière qui est censé les suivre et les accompagner. Donc, on s'est dit que c'était nécessaire, en fait, de créer un poste dans notre équipe de conseillère en insertion pro, en l'occurrence c'est Nadège, pour qu'elle puisse vraiment travailler la sortie du dispositif des jeunes, pour éviter qu'il n'y ait rien, en fait. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un travail complémentaire avec le prescripteur ou la prescriptrice du jeune, et qu'à l'issue du projet, il puisse rentrer en formation, en stage, s'engager dans une asso, enfin voilà, qu'il y ait une autre opportunité qui se présente derrière, pour éviter de se dire que tout le travail qu'on a mis en place, toute la mobilisation, l'énergie, elle retombe comme un soufflet, et que le jeune retrouve en fait ses difficultés de se réisoler, de se recouper du monde, de ne plus avoir de dynamique, de rendez-vous proposés. Donc voilà comment on essaie de faire en sorte qu'il y ait une poursuite, et que la fin du projet, c'est pas forcément la fin de l'accompagnement.
question s'adressait plus à l'hypocrite. Je voulais savoir qui étaient les lecteurs et comment se faisait la diffusion du journal. Alors, les lecteurs, je dirais entre... ouais, on sait pas, enfin, on peut pas vraiment savoir, mais en gros, ce serait plus entre 15 et 30 ans, quoi. Et au niveau diffusion, en fait, c'est nous qui nous occupons. 40 ans. Ça veut dire que je ne suis pas concernée. Je l'ai lu aussi, donc j'ai... Ouais. 45. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, la diffusion. Pour la diffusion, on s'en occupe nous-mêmes. Donc en gros, on fait des groupes de 3 à 4 personnes et puis en fait, on va dans les lieux, les magasins, les librairies, etc. Et en fait, on va directement les poser. Et du coup, je ne sais plus si on l'a dit, mais c'est un magazine qui est gratuit. Et du coup, ouais, en gros, c'est comme ça que se passe la diffusion, quoi. Et donc, on essaie d'agrandir de plus en plus les lieux où on en pose, quoi. Voilà. Ah oui, il y en a à l'accueil. Oui. Oui. D'accord. Voilà. C'est sur Rennes que vous diffusez. Oui, c'est essentiellement sur Rennes. Ouais. Okay. Vous avez une petite carte sur le site internet avec tous les points de diffusion. Après, il y a eu le Covid, tout ça, c'était hyper compliqué l'an dernier. Mais c'est vrai qu'on est limité au nombre d'exemplaires. Il y en a que 800, donc il y en a un petit peu pour l'asso. Les jeunes en prennent pour eux, pour leur famille, pour leurs amis. Après, on les distribue, on essaie de plus en plus les distribuer dans des librairies. Donc le Fayère, Critique, Établi Démo, librairies coopératives qui comprennent les projets. Et puis c'est intéressant parce que c'est vraiment les jeunes qui s'emparent de ça. Moi, je ne suis pas avec eux. Je les laisse se débrouiller et en fait présenter leur objet auprès des distributeurs, enfin des diffuseurs. Si vous avez envie, je sais pas, il y a beaucoup d'étudiants, tout ça, mais s'il y a des gens qui ont des établissements, des commerces, qui ont envie de recevoir l'hypocrite, il ne faut pas hésiter. Nous, on est aussi preneurs. Et puis, on développe en ce moment un site internet pour pouvoir avoir accès aussi aux articles, parce qu'on a 800 exemplaires, tout le monde n'y a pas accès. Et donc, on est en train d'optimiser un site vraiment pour pouvoir aussi valoriser certains articles en fonction des sujets. Le titre, l'hypocrite, non. Pourquoi il s'appelle l'hypocrite? Alors, ça remonte, ça date de 2012. À l'époque où l'hypocrite n'était qu'un petit fanzine A3 plié en 4 et je n'étais pas là en 2012. Donc, je vous transmets ce qu'on m'a transmis, mais en fait, quand ils ont dû vraiment travailler sur... quand ils ont commencé à vouloir fabriquer un fanzine, parce qu'il vient vraiment de la culture fanzine avec les jeunes, le nom de l'hypocrite est sorti. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille avait dit non mais c'est vrai que quand on fait des sorties culturelles, quand on va au théâtre, tout ça, tout le monde dit que c'est toujours génial, que c'est super beau, et les gens sont vachement hypocrites en fait dans ce type de soirée-là. Donc c'était un peu un pied de nez sur le petit milieu culturel qui peut être toujours très dithyrambique dans ses appréciations. Et puis bon, on a bien aimé, c'est percutant, on aime bien ça. Alors après, c'est vrai que moi, des fois, j'ai des refus de personnes que je sollicite. Je pense en l'occurrence un sociologue qui passe souvent sur France Inter, je ne le nommerai pas, mais qui m'a envoyé directement par mail, mais pourquoi j'irais faire une interview pour un journal qui s'appelle L'Hypocrite, et il m'a mis la définition du mot en dessous, en mode, mais vous me prenez pour qui? Bon, il y a des gens qui n'ont pas d'humour, bien évidemment, les jeunes sont quand même honnêtes et francs dans leur article, ils ne sont pas instrumentalisés, on ne les manipule pas, et voilà, ils ne transforment pas les propos des gens qu'ils rencontrent. Il y a d'autres questions. Moi, je voudrais revenir sur l'accompagnement que vous avez eu, parce que si j'ai bien compris votre projet, c'était un collectif d'habitants, en fait. Et je voulais savoir, par rapport à ce que peut apporter le TAC 29 aussi, qui c'est qui vous a accompagné là-dedans? Parce que monter une STIC, avoir des statuts collégiales, c'est pas quelque chose qu'on trouve partout. Et donc je voulais savoir si les compétences étaient directement au sein du collectif, et ça, chapeau, ou alors si c'est des gens qui se sont formés par eux-mêmes. Voilà. Ces compétences-là, elles étaient au sein du collectif. C'est la question de la connaissance du cadre coopératif, de l'entreprise coopérative, du métier de libraire, d'éditeur, etc. Mais elle était dans plusieurs personnes. En fait, l'histoire de la genèse
Et l'origine de l'établi des mots, c'est deux personnes, c'est 3 personnes et 3 structures. C'est un éditeur qui s'appelle Benjamin Roux, qui est éditeur d'une édition qui s'appelle Les Éditions du Commun, localisée sur le quartier du Blôme. C'est Claire Agnès Roman, qui est initiatrice et créatrice du conciergerie solidaire sur le quartier du Blôme, qui s'appelle Le Petit Blonneur. Et c'est moi-même qui, outre voilà, ces compétences que j'ai pu développer dans le cadre de mon activité professionnelle d'accompagnement de la création d'entreprise, avait avec d'autres compagnons créé une librairie associative pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Donc c'est cette synergie en fait de rencontres au coin d'une table un soir où on refait le monde et on a des idées. Et puis le lendemain, on a mal à la tête. Et sur le lendemain, on se dit bah, elle n'est peut-être pas si idiote cette idée et on va passer au projet. Voilà, donc c'est à travers ces 3 personnes, on va dire, mais le cercle s'est élargi très rapidement autour des compétences de libraire, parce que d'abord un éditeur étant libraire, Benjamin est très bon éditeur, mauvais libraire, et donc on avait plein de compétences, etc. plus largement, et puis voilà, ces compétences sont agrégées autour du quartier, parce que c'était bien sur le quartier là, que les choses se sont construites et se construisent. Mais il y avait, c'est vrai, au départ, voilà, 2-3 compétences maîtrisées, mais si on ne les avait pas eues, il y a des structures, il y a TAC 29, avec Cindy qui est présente, il y a TAC 35, et il y a d'autres structures, les coopératives d'activité d'emploi, qui peuvent être aussi des acteurs d'accompagnement de ce type de projet. Et puis des compétences, après, moi j'ai dit, je ne suis pas libraire, j'ai rêvé d'être libraire, je réalise un rêve, et puis j'ai fait une formation de métier de libraire aussi. Donc, voilà, ça se travaille, ça se construit, mais comme l'a dit Raymond tout à l'heure, c'est un projet de 2 à 3 ans. 2017, la première idée, la première soirée de réflexion, et 2020 l'ouverture. Voilà, c'est à peu près 2-3 ans. Une autre question? Très bien. Pardon? Pile poil. Vous avez quelque chose à ajouter? Très bien. Je propose que nous en restons là. Merci en tous les cas pour votre attention. Et puis, merci à vous.